Salut à tous, bienvenue dans ce live en direct du Color Studio. Alors, je vais commencer par vous dire que donc hier est sorti le remix de mon single The Blue Book. C'est donc un morceau de mon projet de musique électronique qui s'appelle Vivianite. Je vous ai mis tous les liens dans la bio, donc si jamais vous aimez l'électro et que vous voulez aller découvrir mon projet de musique électronique, voilà, les liens sont dans la bio. Donc ce remix a été réalisé par Hanzo Makta. Et je vous parle de ce remix et de ce morceau qui est sorti hier parce que je vais vous montrer la chaîne que j'ai utilisée sur le master en fait, et je vais vous parler un peu des problèmes que j'ai eu. Je trouve que c'est un cas concret de problèmes qu'on peut avoir notamment avec les basses fréquences et notamment quand on a plusieurs batteries ou styles de batteries différentes dans un mix, ce qui est toujours très compliqué je trouve, parce que quand on a une vraie batterie ou même une batterie TR-909 du début à la fin, c'est pas très problématique, mais dès qu'on commence à avoir plusieurs batteries différentes dans un morceau, ça commence à complexifier vachement le mix, surtout quand on a besoin qu'une batterie soit plus forte que l'autre, plus en avant que l'autre. Et donc typiquement dans ce mix, ce qui posait problème, c'est que la grosse caisse de la batterie du refrain, qui est plus une batterie réaliste, avait trop d'énergie dans les sub-basses, donc entre 50 et 100 Hz. Il y avait vraiment beaucoup trop d'énergie et du coup elle sortait pas en fait. Quand je l'écoutais sur des baffles qui peuvent reproduire ce genre de fréquences, donc les baffles du studio, et avec mon sub ça fonctionnait, mais dès que j'écoutais ça sur des petites enceintes, le kick était complètement inexistant et ressortait pas du tout en fait. Et donc ce qui se passait, c'est quand on avait la batterie du couplet qui était une batterie plutôt TR-909, on entendait bien le kick et tout, et dès qu'on passait sur le refrain, on perdait ce kick et on perdait cette énergie. Et or par rapport à la construction du morceau, c'était l'inverse qui devait se passer. Donc c'était un peu problématique, et c'est un peu un cas qui arrive souvent quand on a des grosses caisses, typiquement dans le rap c'est le cas, mais aussi parfois dans l'électro, mais même aussi parfois dans le rock. On a des grosses caisses qui sont trop avec une énergie vraiment trop centrée, trop basse. Et donc évidemment on peut commencer à utiliser des low cuts, on peut commencer à couper, on peut faire plein de choses, mais finalement ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser la distorsion harmonique, ce qui nous amène au sujet de ce live, la distorsion harmonique. Donc je vais vous faire un mini cours théorique et je vais vous montrer en quoi consiste la distorsion harmonique pour que vous compreniez le concept général, et puis on va regarder les plugins. Donc je vais vous montrer mon écran pour démontrer un petit peu et vous parler de la distorsion harmonique. D'abord je vais juste vous montrer deux petits graphiques parce qu'on va parler des harmoniques pair et impair. Donc voilà, ici c'est un graphique par exemple. Donc qu'est-ce que vous voyez dans ce graphique, et je vais même mettre l'autre graphique qui est encore plus clair. On voit une fréquence fondamentale. Je suis désolé, mais je peux pas, avec la souris je peux pas aller pointer parce que voilà, c'est pas mis sur mon ordinateur. Mais donc la première barre que vous voyez, c'est la fréquence fondamentale. Et puis on voit la deuxième harmonique, la troisième harmonique et la quatrième harmonique. C'est pour ça que ça s'appelle distorsion harmonique, c'est parce que ça crée des harmoniques paires et impaires par rapport à une fréquence donnée. Donc si par exemple on a une fréquence de 1000 Hz, la première harmonique paire sera 2000 Hz, et la troisième harmonique, la deuxième harmonique paire sera 2000 Hz, et ainsi de suite. Et si on prend les harmoniques impaires, ce sera 3000 Hz, 6000 et ainsi de suite. Et donc, si je vous montre, si je vous bascule mon écran qui est ici, et je vais vous montrer, donc j'ai mis un oscillateur à 1000 Hz que j'allume, voilà. Et donc je vous mets cet égaliseur, mais qui est absolument sur off. Donc on voit bien ici la fréquence. Donc j'utilise juste cet égaliseur juste pour vous montrer, parce que je trouve que le graphe ici est beaucoup plus précis que les autres graphes que j'avais. Donc voilà, mais vous voyez, il est absolument sur off, il se passe rien.
Donc voilà, ici vous voyez bien qu'on a ce pic à 1000 Hz qui est généré par l'oscillateur. Et donc si maintenant je vais enclencher en fait ce plugin, qui est un plugin qui s'appelle Saturate, il porte bien son nom, de nos amis Loop Trotter. En gros, c'est un plugin qui génère la distorsion harmonique. Bon, évidemment, ici, pour la démonstration, j'ai mis à fond pour que vous voyez clairement. Et donc, si j'enlève le plugin, mais que je vous montre bien ici le graphe, vous voyez la fréquence d'origine et ici, toutes les harmoniques qui sont créées. Donc ici, on est plutôt sur des harmoniques, on a pair et impair en fait, puisqu'on a ici plus ou moins à 2000 Hz la première harmonique paire, et ensuite une harmonique impaire ici, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a plus d'harmoniques impaires que paires. Ça, évidemment, ça dépend du style de plugin. Ça dépend aussi, vous voyez que si j'enclenche le bouton Magic ici, et que pour l'instant il est à 0%, mais je vais le bouger, donc vous voyez ici que si je le bouge, ça change le niveau des harmoniques paires et impaires. Et vous voyez donc ici que si, donc là c'est le niveau de distorsion, vous voyez que en fait, si je mets le volume à 0, il y a quand même déjà un petit peu de distorsion, mais à mon avis c'est lié au plugin. Vous voyez que donc là, si j'enlève complètement le niveau du plugin, on a une petite harmonique ici, mais on n'a pas grand chose. Et vous voyez que dès que j'augmente donc ça c'est un dry wet au niveau du plugin, vous voyez que même sans rien faire, il y a déjà une distorsion qui se fait. Il y a déjà des harmoniques qui sont créées, mais évidemment, plus on rajoute de drive et plus ça amplifie le phénomène. Donc voilà, donc ça c'est le principe de la distorsion harmonique. Ça crée, à partir d'une fréquence fondamentale, ça crée des harmoniques qui se répètent de manière harmonieuse parce qu'elles se répètent de manière mathématique à travers le spectre. Voilà, ça c'est pour la théorie. Donc je reviens sur moi. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. C'est donc des harmoniques qui se répètent à travers le spectre. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, typiquement, quand on se retrouve avec une grosse caisse qui a trop d'énergie dans une plage de fréquence qui va absolument pas être audible pour des petits haut-parleurs en fait, donc typiquement des petits Bose ou des petits haut-parleurs mono comme ont la plupart des gens, des haut-parleurs Bluetooth qui savent pas reproduire des fréquences en dessous de 150, 200 Hz, ça dépend un peu évidemment du style de baffe que c'est, de la qualité, mais globalement il faut savoir qu'un haut-parleur qui a une taille vraiment minuscule, en dessous de 5 pouces, ne peut pas reproduire certaines fréquences. Physiquement, il en est incapable. Donc après, évidemment, les constructeurs trichent et mettent des EQ pour essayer de quand même booster un maximum les basses. Ils mettent des basses réflexes pour essayer d'accentuer les baffles. Et donc typiquement, par exemple, avec le baffle Bose que j'ai là, si vous le mettez près d'un mur, ben, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de basses. Vous le mettez au milieu de la pièce, il n'y a plus de basses. Donc ça, c'est des petits trucs qu'ils ont pour essayer d'amplifier les basses fréquences sur des haut-parleurs qui sont à la base minuscules et incapables de reproduire des fréquences vraiment basses. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de quand même faire en sorte que notre kick ou notre basse ou toutes ces instruments qui se trouvent dans des fréquences qui ne sont pas reproduites par ces petits haut-parleurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise la distorsion harmonique pour shifter en fait et pour rajouter des fréquences, des harmonies de cette fréquence plus haut dans le spectre. Donc au lieu d'avoir un kick qui est centré à 50 Hz et qui va complètement disparaître, eh ben on va créer plus de 100 Hz ou de 150 Hz de fréquences qui, elles, vont pouvoir exister beaucoup plus facilement sur des petits haut-parleurs en fait. Et ce ne sera pas évidemment que 100 et 150 Hz, ça va se répéter tout au long du spectre. Et donc plus on arrive à shifter comme ça l'énergie qui se trouve et à reproduire des harmoniques, des fréquences fondamentales qui se trouvent dans un endroit que le baffle ne peut pas reproduire, plus on crée ce genre d'harmonique, plus on va renforcer la possibilité de quand même
faire en sorte que ces fréquences et ce kick se traduisent mieux sur des petits haut-parleurs. Donc c'est ça l'idée de la distorsion harmonique. Maintenant, le cas des basses fréquences, c'est un cas assez marquant, mais on peut très bien utiliser ça pour un mix, globalement, pour faire en sorte que le médium du mix se traduise mieux sur des petites enceintes. Souvent aussi, ce qui peut se passer, c'est que quand on a un mix qui est assez bas médium, où il y a beaucoup d'instruments et d'énergie dans le bas médium, ça peut arriver qu'on a l'impression que quand on réécoute ce mix sur des petites enceintes, on a l'impression que c'est un peu sourd en fait, et que ça manque de clarté, et que ça se traduit pas bien en fait sur des petits baffles. Et donc c'est là que la distorsion harmonique va vraiment venir aider, parce qu'au lieu de mettre 25 plugins d'égalisation ou commencer à égaliser dans tous les sens pour essayer de simplement venir rajouter cette clarté qu'on a quand on écoute dans le studio en fait, mais de rajouter cette clarté sur des petits baffles et sur des enceintes qui sont plus petites, de continuer à garder ce côté excitant du mix qu'on a dans le studio mais qu'on perd souvent quand on réécoute dans d'autres endroits en fait, et sur des plus petits haut-parleurs. C'est là que la distorsion harmonique va venir aider à rajouter ce côté un peu excitant et venir traduire ce médium et ce bas médium beaucoup plus facilement sur d'autres enceintes. Donc je repartage mon écran et je vous montre quelques plugins qui font ce genre de choses. Donc je vais fermer tout ça. Donc alors on a évidemment ce plugin de Loop Trotter qui existe en version analogique hardware et en version software. Donc ici évidemment c'est la version software. Il y a des petites différences par rapport à la version software. Donc voilà, mais qui sont pas vraiment hyper flagrantes. Donc on a ici évidemment le drive, ce qui correspond à évidemment la quantité de distorsion qu'on rajoute. On a ici une indication sur le pourcentage de distorsion harmonique qu'on rajoute, 4% quand c'est la LED orange qui s'allume, 8% quand c'est la LED rouge qui s'allume. Ça peut paraître peu comme ça, mais il faut savoir que globalement, en général, sur les appareils analogiques et typiquement des préamplis ou des cartes son, on veut un taux de distorsion harmonique assez faible, en général pour des préamplis. Et donc, si je vous montre ici, j'ai un exemple de fiche typique avec toutes les specs d'une carte son. En l'occurrence, ici, c'est la carte son Focusrite. Et donc vous voyez, si vous regardez à droite, là où il est marqué Variable Line Input 1 à 4, vous voyez qu'il y a, en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle THD plus N. Et donc ça, c'est le taux de distorsion harmonique, en anglais Total Harmonic Distortion, d'où les initiales THD, et donc ça indique le taux de distorsion harmonique du circuit audio. Donc ici on voit qu'il est très faible, il est à 0,002%. Évidemment pour un préampli, ce qu'on veut c'est qu'il soit le plus transparent possible, avec le moins de distorsion harmonique, parce qu'on n'a pas envie qu'il commence à distordre le signal en fait. Donc voilà, pour les appareils analogiques de base on veut et surtout pour les préamplis on veut un taux de distorsion harmonique très faible, mais la distorsion harmonique qu'on utilise à travers le mix, c'est une distorsion harmonique qui a plus un côté musical et qui va venir nous aider plus dans un esprit musical comme un effet, mais évidemment cette distorsion harmonique elle doit être aussi dosée faiblement. Si vous l'utilisez sur votre mix, il faut vraiment la doser au minimum, et par exemple si on utilise ce plugin Saturate qui est déjà très flagrant, il faut vraiment doser et venir parfois avec juste 4% de distorsion, on a déjà suffisamment d'effets. Donc c'est vraiment à doser au millimètre sur un mix en tout cas, et après sur des batteries, sur des bus, ça peut être un peu plus marqué et flagrant, mais
Mais voilà, il faut vraiment y aller mollo avec ce genre de choses parce que si on en met trop, ça peut vite devenir beaucoup trop flagrant et ça peut aussi détruire un mix, quoi. Donc c'est comme tout, dès que ça se trouve sur un master, que ce soit la compression, un EQ ou un limiteur, il faut vraiment y aller avec parcimonie et surtout avec ce genre de choses. Voilà. Et puis ça dépend aussi du style de musique. Évidemment, pour du rock, on pourra aller beaucoup plus loin et parce que ça fait partie inhérente du son et donc voilà, si par exemple un des albums récents qui est sorti, des Stones par exemple, je suis sûr qu'ils ont utilisé de la distorsion harmonique sur le master parce que ça sature vraiment d'une manière qui ressemble très fort à ça. Et donc voilà, je vais vous repartager mon écran histoire qu'on voit les plugins. Mais c'est clair qu'ils ont utilisé de la distorsion harmonique. Donc, évidemment, en musique électronique ou dans du rap, on va y aller beaucoup plus mollo. Mais même dans ce style de musique-là, qui est quand même plus propre en général dans le son, un peu de distorsion harmonique va vraiment aider à retrouver ce côté un peu brillant du mix sur des petites enceintes et à éviter de passer des heures à égaliser ou à essayer de reproduire ça avec un égaliseur, parce que en fait, la distorsion harmonique, ce serait comme si on mettait plein de petits égaliseurs les uns à la suite des autres qui vont venir rajouter 1 dB par-ci à telle fréquence, 1 dB par-là à telle fréquence, mais c'est tellement subtil quand c'est bien dosé que en fait c'est beaucoup plus efficace qu'un EQ ou que des milliers de petits EQ. Donc voilà, donc en tout cas on a ce plugin là qui s'appelle de chez Loop Trotter, super plugin. Pareil, à doser avec parcimonie. Et voilà. En fait, c'est le genre de plugin, c'est bien d'en avoir plusieurs parce que, en fait, en fonction du style de musique, en fonction de l'arrangement, certains plugins vont mieux fonctionner que d'autres. Donc moi j'ai donné toute une série parce qu'en fait voilà, en fonction du style de musique que je mixe, si c'est du rock, si c'est de la chanson française électro, si c'est de la musique électro, je vais essayer différents plugins et certains sonnent mieux que d'autres pour certains styles de musique. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu comme des épices. Il faut vraiment voir ça comme ça. Il faut avoir plusieurs styles d'épices et en fonction du plat, on va mettre plutôt telle ou telle épice. Donc ici on a un plugin qui s'appelle Pumpkins qui est de chez Acoustica Audio, un super plugin, celui-là, cette version-là était gratuite en plus, et qui est très très subtil. Donc on a ici le drive et donc le niveau de distorsion. Ici on a une espèce de tone en fait, et puis on a ici encore un égaliseur qui permet d'accentuer avant ou après la distorsion. Ça c'est assez pratique parce que du coup ça permet de accentuer, par exemple si on trouve que la distorsion est trop dans les basses fréquences, on peut venir diminuer ici avant le circuit de distorsion de quelques dB et on peut même choisir la fréquence attendez, je vais le bouger plus par là, voilà, on peut même choisir la fréquence sur laquelle on va venir agir. Donc ça c'est assez pratique pour bien vraiment modeler la distorsion en fonction du morceau. Et donc par exemple ici, si on veut accentuer un petit peu le grain de la distorsion, on pourra venir rajouter quelques dB ici après la distorsion et choisir la fréquence. On a évidemment un dry wet pour encore plus doser finement la distorsion, donc on peut vraiment, quand on la règle, être à 100% wet et y aller à fond. On a ici un réglage d'input qui permet si on veut accentuer l'effet du drive, on peut vraiment venir beaucoup plus rentrer dans le circuit de distorsion. Donc tout ça est assez bien fait. Dans la version payante, parce que c'est la version gratuite, il y a même l'option de travailler juste en mid ou en sides et de gérer indépendamment la distorsion sur le mid et le sides. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite au dernier live qui parlait du mid-side, qui est disponible sur YouTube et sur la chaîne Instagram en replay, pour en savoir plus sur cette technique de mid-side. Mais donc, en tout cas, la version payante de ce plugin offre cette possibilité de travailler en mid-side. Ici, on a juste la possibilité d'écouter ce que le process fait sur le mid et le side, mais on peut pas doser en fait vraiment le niveau de distorsion par canal.
Donc voilà, on a aussi Ozone en fait qui fait un plugin très pratique qui est parce qu'il est multiband en fait et il permet de travailler en mid et en sides. Donc ici on peut vraiment ajuster sur quelle partie, sur quelle plage de fréquence. Et donc par exemple ici pour mon kick en fait j'ai utilisé plus de saturation dans cette plage de fréquence qui était de 20 à 180, 160. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment par plage de fréquence venir saturer avec un taux de distorsion et même avec un type de distorsion différent. Donc ici par exemple on est en mode triode qui accentue les harmoniques impaires, mais ici on a toute une série de styles de distorsion, donc analogue, rétro, tape, tube, warm, triode, dual triode. Typiquement j'utilise souvent le triode, je trouve qu'il est pas mal. Et ici on a donc le drive en fait par bande de fréquence, et ici un réglage dry wet. Et donc ici c'est le taux de distorsion qu'on ajoute, et ici le dry wet. Et donc on a ça par bande de fréquence, mais on a en plus ça disponible par canaux mid-side. Donc en fait sur le mid on peut venir appliquer un certain taux de distorsion, et quand on switch sur le side, on peut décider de ne rien faire, on peut carrément désactiver le canal sides par exemple, ou on peut distorsionner moins. Il y a juste les plages de fréquence sont les mêmes pour les deux canaux, voilà, mais sinon pour le reste on a un contrôle total sur le niveau de distorsion qu'on ajoute sur le canal sides, et le canal mid c'est totalement indépendant quoi. Et donc ça c'est vraiment très pratique, et ça permet d'être très fin sur cette distorsion harmonique qu'on va rajouter. C'est très pratique quand on fait sur un mix bus évidemment, puisque voilà, on peut venir juste saturer les sides et saturer différemment, par exemple la partie médium, bas médium du spectre de la partie haut médium du spectre, et même pareil pour la partie aiguë, on a un taux de distorsion différent. Parce qu'évidemment, en général, ce qui nous intéresse, c'est le bas et le haut médium. C'est ça qui doit se traduire convenablement en mono et sur des petites enceintes type Bose. Donc évidemment, on va avoir tendance à plus saturer ces côtés-là et à moins saturer les basses si c'est pas nécessaire. Après, si les basses traduisent mal, on va les saturer, mais dans les sides, par exemple, c'est moins important de venir saturer le bas et les basses et les bas médiums, puisque en général, il y a moins d'énergie, il y a moins de ces fréquences-là dans les sides, étant donné que les sides, c'est tout ce qui est les informations sur les côtés, et donc typiquement le kick, la basse sont plutôt au milieu et pas sur les côtés, donc en général, on a moins de basses fréquences dans le canal side. Donc c'est moins utile de saturer. Aussi, ce qui se passe dans les sides, c'est que c'est tout ce qui est plutôt reverb, tout ce qui est plutôt choses qui amènent de la largeur et de la largeur dans le mix, et donc c'est plus on aura peut-être plus intérêt, on va peut-être plus venir saturer légèrement les extrêmes aigus des sides pour gagner un peu en largeur, mais en tout cas c'est plutôt dans le canal mid en général qu'on va venir saturer le plus, et donc ici ça permet d'être vraiment très fin dans la manière dont on travaille sur un mix bus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre au magasin? On a évidemment ceci, Black Box. Pareil, je pense qu'il y a une version hardware qui existe. Je ne sais plus si c'est exactement la même que celle-là ou si c'est l'autre version, parce qu'il y a deux plugins. Mais en tout cas, il y a une version hardware qui existe. La version software est vraiment très très bien. Je l'ai utilisé notamment pour un mastering d'un groupe de métal. Et vraiment, ça a ajouté, je trouve, t'as rajouté un truc au morceau qui était déjà très très métal, mais ça venait encore rajouter une petite excitation comme ça au mix au niveau du mastering. Et franchement, quand je faisais on-off, c'était
ça a aidé vraiment le mix à bien se traduire, quoi. Donc vraiment pas mal. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un réglage pour accentuer les aigus ou les basses dans le circuit de distorsion. Ici, on a un dry wet au niveau du circuit de distorsion. On a un in-out. Ici, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, on a ce circuit de distorsion est en parallèle par rapport au reste, et donc on peut décider de l'activer ou pas. Ici, All Tube, ça accentue la distorsion. Et puis ici, on a un niveau de réglage sur les harmoniques paires, et ici sur les harmoniques impaires. Ces deux réglages sont en série, donc le signal rentre par ici, d'abord dans le pentode, ensuite dans le triode, et ressort ici au niveau du output. On a aussi un réglage de ce qu'ils appellent air, quantité d'air, ça rajoute quelque chose au niveau de l'aigu, et c'est pas mal, je dois avouer, pour rajouter encore un petit peu d'excitation dans l'aigu. On a un on-off, ce qui est assez pratique pour pouvoir bien vérifier qu'on ne va pas trop fort. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a aussi ici un niveau dry wet, qui permet d'ajuster encore plus finement et de venir juste faire ce qu'on pourrait appeler de la parallèle distorsion harmonique sur le mix. Et c'est toujours bien d'avoir ce genre de réglage parce que en fait on peut le faire autrement en utilisant deux canaux, mais le problème c'est que il y a vite des problèmes de phase et on peut vite se retrouver à déphaser à cause de la latence, donc il faut faire hyper gaffe. Donc le fait d'avoir ce genre de réglage règle ce genre de problème de latence, parce que du coup on est sur une seule tranche avec la même latence, et du coup ce genre de réglage permet de simplifier nettement le fait d'avoir du processing en parallèle sur un mix sans avoir de problème de phase. Alors on a aussi, on continue avec Sugar. Je sais pas si vous connaissez ce plugin, donc c'est Process Audio, les gars de chez Pure Mix qui font ce genre de plugin. Alors c'est en même temps un exciter par bande de fréquence, mais il y a aussi un circuit de distorsion ici qui peut, avec différentes options. Vous voyez d'ailleurs ici avec le Millers que le crunch accentue d'autres fréquences par rapport au module distorsion et au module drive. Donc si par exemple je le mets à fond, ici ça va être beaucoup plus flagrant. Et donc c'est des couleurs différentes à tester en fonction du style de musique, du morceau. Il y a plein de choses, mais vous voyez que même quand on est sur off, il y a quand même de la distorsion harmonique qui se crée. Même quand le plugin est à 0, il y a de la distorsion qui est créée par ce plugin. Donc voilà, tous ces plugins-là, il faut savoir que dès qu'on les enclenche, le signal n'est plus neutre, mais en même temps c'est ce qu'on recherche. Donc en général quand on utilise ce genre de plugin, c'est pas pour rien que ça s'appelle Sugar, c'est vraiment ça, on vient rajouter un peu de sucre sur le beau gâteau qu'on a préparé ou la pâtisserie qu'on a fait et donc qu'on a réalisé, et donc c'est vraiment le petit sucre qu'on va venir rajouter par-dessus sa tarte aux fraises pour donner ce côté un peu sucré. Et donc il faut vraiment y aller mollo avec ce genre de plugin, je le répéterai jamais assez. Mais voilà, en général, quand on utilise ce genre de plugin, c'est pour venir rajouter cette petite touche analogique qu'on n'aurait pas forcément quand on est en numérique. Et voilà, mais avec beaucoup plus de contrôle aussi que parfois que l'analogique, parce que qui dit analogique dit convertisseur. Si on n'a pas des bons convertisseurs, on risque de rajouter du souffle, de la distorsion harmonique pas forcément plaisante. Enfin, on peut avoir plein de problèmes. Il y a aussi le problème des connexions aussi audio qui, si elles sont pas bonnes, vont venir ajouter plus de problèmes qu'autre chose. Donc encore une fois, l'avantage de ces plugins là, c'est que ça rajoute un peu ce côté analogique, mais dans le domaine numérique, sans les inconvénients de l'analogique. Et donc voilà, ici pareil, on a une option mid-sides qui permet également de régler le niveau de distorsion harmonique, d'avoir un niveau différent pour les mid
Et pour les sides, on peut, ici les fréquences, ça c'est le problème de ce plugin, c'est que les fréquences sont fixes. Donc on ne peut pas ajuster les bandes de fréquences. On a seulement un réglage de taux de distorsion et de type de distorsion ici. Voilà, mais on peut pas vraiment, on n'a pas vraiment de possibilité de contrôle sur les bandes de fréquences. Ça c'est un peu ce que je reproche à ce plugin, mais sinon pour tout le reste il est vraiment bien. Il propose aussi de l'oversampling, ce qui permet d'être beaucoup plus fin également dans le type de traitement, surtout quand on l'utilise dans un Mixbus. Et il propose aussi d'être en linéaire phase mode pour respecter au maximum la phase, qui est hyper important quand on fait du mastering ou si on travaille sur un Mixbus. Voilà pour ce plugin Sugar, super plugin. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? On a, oui, je voulais parler de ça, c'est-à-dire que ici, c'est pas vraiment un plugin de distorsion harmonique, c'est un compresseur limiteur, enfin plus un limiteur. Le maximizer de chez Ozone, mais qui a quand même ce qu'on appelle un soft clip. Et un soft clip, c'est une forme de distorsion en fait. Qui va venir permettre de tasser les crêtes et les pics qu'on a dans un signal. Et donc c'est assez pratique d'avoir ce genre de réglage pour pouvoir justement contrôler les pics sur le mix. Et plus on contrôle les pics, ça permet de gagner en headroom et d'aller fort. Sans devoir compresser, donc c'est assez pratique. Et alors ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est pensé dans un esprit mastering, donc on a déjà un on-off de uniquement la distorsion. On a aussi un réglage low, mid, high qui permet de régler l'intensité de la distorsion. Et en plus de ça, on a le pourcentage, donc on a un réglage dry, wet. Donc ceci, ce serait plutôt le taux de distorsion, donc peu de distorsion, moyennement de la distorsion, et ici on a un réglage wet dry qui permet de régler vraiment l'intensité, et souvent 10 à 15% suffisent à rajouter ce qu'il faut. Au-delà, ça devient très audible et parfois ça peut vraiment être devenir trop distorsionné, quoi. Mais pareil, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du style de musique, ça dépend de l'arrangement du morceau, du tempo du morceau, de plein de choses. En fait, il n'y a vraiment aucune règle par rapport à ça. Alors ici, on a Standard Clip qui est plus un limiteur également, mais comme son nom l'indique, c'est aussi un clipper. Et donc ici, on a plusieurs types de clippage. Donc on a du soft clipping classique, pro et du hard clip. Ici, on peut régler le niveau de saturation. On a également ici un réglage d'oversampling, pareil quand on l'utilise en mode mastering ou mix, ou sur un bus mix, c'est bien de le mettre en oversampling. Alors ici par exemple, si je change mon oscillateur et que je mets un pink ou un white noise pour avoir pas une seule fréquence mais plusieurs fréquences, et que j'augmente un petit peu le niveau de ce pink nose, on voit clairement ici que si je descends le niveau, on voit les pics qui vont être impactés par et ici on voit le niveau de réduction que ce clipper va venir opérer. Et donc même quand il est au minimum, il travaille quand même un petit peu, mais plus on va venir augmenter le taux de distorsion, et plus il va travailler et plus il va impacter les pics. Et donc voilà, ici on voit vraiment en rouge toutes les pics qui dépassent le seuil, et toutes ces pics vont être rabotées grâce à la distorsion, et donc le niveau général du morceau va être augmenté. Ici d'ailleurs on a un réglage de output gain qui permet de venir rehausser le niveau si on veut, évidemment à doser avec parcimonie puisqu'on voit que ça clip. Souvent on vient mettre ce clipper avant un limiteur, avant le limiteur final, pour éviter justement pour limiter l'impact des pics sur le limiteur, parce que évidemment un limiteur,
plus il y a de pics, plus il va réagir à ces pics en fait. Donc surtout si les pics concernent la voix ou la grosse caisse ou la caisse claire par exemple, il va réagir à ces pics et donc pour éviter qu'il réagisse plus à l'ensemble du signal et pas uniquement à la grosse caisse ou à la caisse claire et aux pics de la grosse caisse et de la caisse claire, on vient utiliser le clipper parce que ça permet de raboter un peu ces pics, les pics principales, et donc ça permet de faire en sorte que le limiteur agisse plus sur l'ensemble du signal et pas uniquement sur les pics. Voilà. Donc ça c'était pour le clipper de Standard Clip. Dernière chose, ceci, notre ami QuickTech de chez Waves. Donc pareil, ce genre de plugin, en fait, il faut savoir que même une fois qu'il est enclenché, il génère la distorsion harmonique. Évidemment, ça ne va pas être aussi flagrant que les autres plugins qu'on a vus, parce que ce n'est pas des plugins de saturation, mais dans ces plugins qui émulent des EQ analogiques et des EQ principalement à tube, comme c'est le cas de ce QuickTech, il faut savoir qu'il génère de base de la distorsion harmonique, même quand ici tous les réglages sont à 0, il génère quand même de la distorsion harmonique. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Après, ça peut être utile, parce que ça permet de justement rajouter subtilement de la distorsion harmonique sur un mix et de venir rajouter un petit peu de ce sucre qu'on aime bien sans complètement... sans que ce soit trop évident et que ce soit trop... flagrant en fait, parce que l'idée c'est quand même d'être assez subtil, surtout quand on travaille sur le Mixbus. Donc j'en reviens à mon morceau, donc je vais bouger ça par ici, voilà. Et donc ici on voit par exemple ce que j'ai utilisé sur le Mixbus du morceau du remix de The Blue Book. Donc déjà on voit ici que j'ai filtré à 29 Hz pour essayer de canaliser cette énergie de la batterie et que ça ne devienne pas trop impacter le headroom global de mon mix, puisque plus il y a de l'énergie dans ces basses fréquences qui ne sont pas toujours utiles, surtout ce qui est en dessous de 30 Hz, c'est souvent plus ce qu'on appelle du rumble, et ça vient souvent plus pourrir le mix qu'autre chose, mais le problème c'est que cette énergie-là, qui n'est pas forcément hyper musicale et hyper productive, va venir impacter énormément les compresseurs, limiteurs que vous mettez sur votre Mixbus, donc c'est toujours bien de filtrer un peu. Après c'est gentil, on a 12 dB par octave, donc c'est un filtre assez gentil. Vous voyez que je suis bien en linéaire phase mode pour justement essayer de garder au maximum, éviter de déphaser le Mixbus. Voilà, après ici quelques petits points de réglage sur le canal mid uniquement, et ici un petit peu de size pour essayer de renforcer un peu le bas du spectre dans les sides, notamment pour que la basse et la grosse caisse soient un peu plus dans les sides, un peu moins dans le mono, pour répartir un peu l'énergie. Alors ici j'ai mis mon compresseur habituel qui ne travaille que sur le canal mid. Ici pareil, j'ai filtré l'entrée sidechain jusqu'à 217 Hz pour éviter que le compresseur travaille trop sur les basses fréquences et qu'il soit fort influencé sur les basses fréquences, et donc pour limiter ça j'ai égalisé le sidechain. Mais là pareil, je vous renvoie au mid-sides, le dernier live où je parle de ça. Alors ensuite, ici notre plugin d'Ozone, pareil, vous voyez que je suis venu sur le canal mid rajouter de la distorsion harmonique. Vous voyez ici que j'ai utilisé une autre distorsion harmonique juste pour les basses fréquences. Elle est différente que les autres distorsions harmoniques que j'ai utilisées pour les parties médium, et même ici sur la partie aiguë j'ai encore utilisé un autre type de distorsion harmonique, et vous voyez que sur les sides je suis resté à 0, à part sur l'aigu où j'ai rajouté un tout petit peu de distorsion harmonique pour élargir. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre après?
De nouveau un EQ hyper correctif, juste pour couper quelques résonances, toujours en linéaire phase. Ici que dans le mono en fait, donc c'est des fréquences qui gênaient quand j'écoutais sur des petits baffles, et donc je les ai enlevées. Voilà, après ça on arrive sur le Sugar, pareil, vous voyez que j'étais très très subtil, on est sur des réglages minimales. Ici pas de distorsion du coup, voilà, mais même si c'est subtil, ça rajoute quelque chose. Je pense que je le ferai sur la chaîne YouTube un breakdown de ce mix. Pour un peu montrer, parce que ici sur un live c'est compliqué de faire du avant après, mais voilà. Alors ici on a le clipper, donc j'ai utilisé le maximizer, vous voyez je suis à 18% avec un taux médium, voilà. Et pour finir j'ai rajouté le bon vieux Pro L2 de chez FabFilters, pour venir un petit peu limiter le fin et tasser un peu les dernières pics. J'ai été gentil au niveau de l'attaque, donc ici on a quand même avec un niveau d'attaque très très qui laisse passer quand même beaucoup de pics, un release assez court et le true peak limiting désactivé parce que ça a tendance à venir trop tasser les transitoires. Et ici aucune corrélation entre le canal gauche et droit. Donc voilà, donc ça c'était pour la chaîne de ce Mixbus. Ici je mets toujours plusieurs Pro L parce que tant que je ne suis pas dans la version finale, je veux toujours que mon mix soit assez fort et qu'il ait un niveau comme s'il était masterisé, donc je mets souvent 2 Pro L et je désactive le Pro L au moment où je tire le mix pour le mastering, puisque je veux que le niveau ne soit pas au max avant de l'envoyer au mastering. Je veux qu'il y ait quand même un petit peu de place pour que le gars qui fait le mastering puisse travailler. Voilà. Je vais regarder s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions. Si vous voulez, je vous laisse encore une petite minute pour poser des questions. J'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis super content qu'il y ait autant de gens sur le live, c'est bien, ça commence à grandir. L'idée ici, c'est vraiment... Attendez, je reviens sur moi, voilà. L'idée, c'est de vraiment essayer de créer un peu une communauté francophone. Je trouve qu'il y a énormément de trucs en anglais, mais peu en français. Et donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, à suggérer... des idées de live, des sujets de live, c'est toujours intéressant d'avoir une interaction, pour savoir un peu plus quel est le public, parce que ici je vois que le public est assez réparti, il y a des gens qui sont très avancés dans le mixage et d'autres je ne sais pas c'est quoi leur niveau, donc c'est parfois un peu compliqué de savoir jusqu'où je peux aller, est-ce que je vais trop loin dans certaines explications ou pas assez, donc n'hésitez pas à commenter tout ça, à donner votre avis pour que ça puisse évoluer et que cette chaîne puisse être de plus en plus proposer des solutions qui vous sont utiles. Donc voilà, évidemment je mettrai cette vidéo en replay pour ceux qui sont arrivés en plein milieu ou qui n'ont pas le temps de regarder jusqu'au bout. Ce sera sur Instagram, sur la chaîne Instagram ici, et aussi sur YouTube. L'avantage d'aller sur YouTube, c'est que vous pouvez voir en 16/9, donc ça permet de voir tous les réglages, les plugins. Ici, comme on est en mode vertical, il y a beaucoup de... parfois des réglages qui sont un peu coupés, donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur YouTube pour profiter du côté 16/9 de la vidéo. Pour le reste, que dire? Alors, donc je ferai un prochain live en avril, comme d'habitude, enfin en mars d'abord, comme d'habitude je ne connais pas la date, mais à mon avis ce sera fin mars. Parce que là, début mars, c'est assez occupé. Là, je pars en Suède pour une retraite de 5 jours, notamment avec Frank Widman, qui est le projet Howling. Je vous invite à aller regarder, écouter ça si vous ne connaissez pas. Et donc, voilà, je ferai un reportage sur cette retraite créative et sur les choses... Enfin, sur ce que
voilà, sur ce qu'on fera durant cette retraite. Donc voilà, donc là je vais être un peu off au niveau des réseaux. Je vous dis que le 8 mars va sortir le clip du remix de The Blue Book. Et donc si vous voulez aller écouter mon projet Vivianite et Anzumacta, je vous invite à checker les liens dans la bio. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Non, toujours pas. Bon ben voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, à partager, à proposer des idées, à envoyer des messages et à parler, à proposer des sujets. Voilà, je pense que pour le prochain sujet de live, je pense que ce sera autour de l'écoute et du traitement acoustique de la pièce, parce que je pense que c'est quand même un peu la base et c'est bien d'en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter et à en parler. Voilà, je vous dis à fin mars et que tout aille bien d'ici là, et merci encore une fois à tous d'être là. À plus.